Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 6 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Laith Marouf, qui vient de Beyrouth, est avec nous. Bienvenue à nouveau, Laith. Ravi d'être avec vous, Nima. Laith, commençons par la situation au Liban et cette zone tampon que les Israéliens voulaient établir dans le sud du pays. Qu'est-ce qu'on sait en ce moment de ce qui se passe dans le sud du Liban, de la confrontation? Est-ce qu'il se passe quelque chose sur le terrain? Oui, enfin, jusqu'à présent, les sionistes se font clairement battre. Il y a juste quelques heures, les médias sionistes ont annoncé une de leurs colonnes en progression avait été attaquée, prise dans une embuscade. Hier, on a vu des vidéos publiées par le Hezbollah montrant leurs drones FPV frapper des rassemblements de soldats israéliens, même pas à bord de véhicules blindés ou quoi que ce soit de ce genre. On a aussi entendu, il y a quelques heures, les Israéliens dire qu'un de leurs hélicoptères avait été abattu. Donc la résistance traque ses cibles faciles tous les jours. Hier, le Hezbollah a annoncé, je crois, 18 opérations différentes. Et quand on regarde les vidéos publiées, les communiqués du Hezbollah et même les aveux de ces sionistes, c'est évident qu'ils subissent des pertes énormes. Ils ne peuvent plus avancer où ils veulent, ni le jour, ni la nuit. La nuit, ils se font bombarder. Il n'y a aucune défense aérienne capable de les protéger. L'armée israélienne a même annoncé, ces 2 derniers jours, que toutes ces nouvelles tactiques pour se défendre contre les drones FPV avaient échoué. On a vu une de ces vidéos où un drone FPV traverse le filet de protection que les sionistes avaient installé autour de leur char et fait exploser le char. Donc, rien ne fonctionne pour eux. Et comme il n'y a pas de fortification dans le sud du Liban, là où ces sionistes avancent, ils deviennent des cibles faciles. Il n'y a pas de défense aérienne pour repousser les attaques. Et le nombre de chars israéliens détruits dans le sud du Liban dépasse maintenant les 250. C'est énorme, oui. Et chaque jour, on en voit de plus en plus. C'est évidemment à cause de ces pertes que les sionistes continuent d'intensifier leurs attaques contre des sites civils. Hier, on a vu, tu sais, au moins une vingtaine de Libanais tomber en martyrs lors de différentes attaques contre des villages du sud du Liban. Et tu vois, la seule réponse que les sionistes trouvent à leurs échecs militaires, c'est d'augmenter le prix humain pour les civils au Liban. Mais ça ne changera rien sur le champ de bataille. Et c'est là, je pense, qu'ils sont coincés, les sionistes. Laith, si tu devais comparer le système de défense israélien ou la façon dont ils peuvent se défendre face au Hezbollah, comment vois-tu la différence entre leurs capacités avant le début de cette guerre et maintenant, alors qu'on voit que les affrontements se déroulent non seulement dans le sud du Liban, mais aussi dans le nord d'Israël? Oui, alors, regardons la guerre des 66 jours en 2024. À ce moment-là, les Israéliens avaient clairement tout l'Occident derrière eux, et ils n'étaient pas occupés à attaquer l'Iran. Et pourtant, pendant cette guerre de 66 jours, avec toute leur capacité militaire, ils n'ont pas réussi à avancer beaucoup au-delà de la première ligne de village. Les principaux villages, comme Al-Khiyam et d'autres, ils n'ont pas pu les occuper. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, les Israéliens, d'après leurs propres déclarations, ont déjà perdu 1 millier de chars à l'intérieur de Gaza et au Liban pendant la guerre des 66 jours. Donc maintenant, ils reviennent avec une armée affaiblie, la grande majorité de leurs chars les plus avancés ayant été détruits à Gaza et au Liban lors du dernier conflit. Leurs réservistes sont à bout et beaucoup de leurs généraux ont été tués ou sont morts à Gaza et au Liban pendant cette première vague.
Beaucoup de leurs soldats expérimentés ont quitté le pays. Du coup, ils dépendent de plus en plus d'une force de combat plus jeune, les Israéliens. Et les Israéliens, militairement, ils sont bons dans une seule chose, bombarder depuis les airs. Vous savez, ils ont l'une des plus grandes forces aériennes du monde, avec une quantité illimitée de munitions fournies par l'Occident pour frapper depuis le ciel. Mais dès qu'ils posent le pied au sol, même dans les meilleures conditions, ils se montrent lâches. Leur seul entraînement, c'est de tuer des enfants, des femmes et des civils sans armes en Cisjordanie et à Gaza. Alors, une fois sur le terrain, l'armée israélienne commence à s'effondrer. Ajoutez à cela toutes les conditions dont on a parlé, la puissance qui se dégrade, le matériel qui vieillit, la qualité des soldats qui baisse. Et on comprend pourquoi ils perdent autant de chars et de soldats dans le sud du Liban en ce moment, encore plus que pendant la guerre des 66 jours. Je veux dire, quand on regarde ces vidéos que le Hezbollah publie depuis les drones FPV et qu'on voit 6 ou 7 chars et véhicules blindés rassemblés au même endroit, c'est une erreur stupide. On ne fait pas ça, sauf si on est un amateur. Et c'est exactement ce qu'ils sont. L'armée des sionistes est une armée d'amateurs. Ils regroupent leurs soldats dans des maisons qu'ils occupent, les seules maisons encore debout dans un village qu'ils ont déjà détruit. Du coup, ça devient une cible facile, un point de rassemblement évident pour les soldats. Il n'y a aucune évaluation tactique du côté des sionistes. Ils se mettent eux-mêmes dans des situations où ils deviennent des cibles très très faciles. Et ça, c'est à cause de la dégradation de la qualité de leur équipement et de la dégradation du niveau de leurs soldats. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec le cas du Hezbollah et sa capacité à riposter, parce que vous vous souvenez quand Bachar al-Assad a failli être renversé en Syrie, beaucoup disaient que c'était la fin du Hezbollah, qu'il ne pourrait plus se battre. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation du Hezbollah et de ses capacités? On regarde encore les vidéos publiées par le Hezbollah, et c'est évident qu'ils ont reconstitué leur stock d'armes. Tout ce que les Israéliens ont détruit lors de la première vague de la guerre, en 2024, était finalement assez marginal, si on parle du nombre de roquettes ou d'entrepôts de drones qu'ils ont pu atteindre. Et on voit bien que le Hezbollah utilise des drones, des FPV, des missiles guidés, des missiles balistiques, des missiles hypersoniques. Tout ça montre clairement que leurs réserves sont en très bon état. Et puis il semble que l'effondrement de la Syrie, tombé sous le contrôle des Wahhabites, ait en fait donné au Hezbollah une motivation supplémentaire pour pouvoir se maintenir, sans dépendre directement d'une route d'approvisionnement à travers la Syrie. Je pense que ce qu'on a vu, et on en aura sans doute la confirmation dans les prochaines années, à mesure que les choses deviendront plus claires, c'est que le Hezbollah a peut-être accéléré sa capacité à fabriquer ses armes localement. On le voit bien sur ces vidéos. Les combattants du Hezbollah assemblent ces drones FPV pièce par pièce, en soudant, en ajustant les composants, tout ça. Donc il y a en ce moment même, à l'intérieur du Liban, de véritables chaînes de production. Et ça leur permet de ne plus dépendre des routes d'approvisionnement qui passent par la Syrie ou par la Méditerranée, laquelle est sous le contrôle de la FINUL, les forces des Nations Unies, dont la marine surveille toutes les entrées de bateaux et de navires dans les eaux libanaises. Je pense que le Hezbollah s'est maintenant réorganisé pour s'assurer qu'il peut maintenir la résistance sans avoir besoin que quoi que ce soit acheminé vers le pays, ni passer par le territoire syrien depuis la chute du gouvernement Assad. Et donc, parfois, comme on l'a vu avec l'Iran au cours des 30 dernières années environ, ces blocus et ces sièges
peuvent être une forme de bénédiction parce qu'ils poussent à nationaliser et à développer localement les technologies dans un pays attaqué par les impérialistes et les sionistes. Laith, il y a des gens qui disent que le Hezbollah, tu sais, pourrait être redéfini à l'intérieur même du système libanais. Comment, selon toi, les Libanais perçoivent-ils le Hezbollah, son avenir et celui du pays, compte tenu du type de gouvernement qu'ils ont et de cette combinaison entre le Hezbollah et le gouvernement? Parce qu'on sait bien que l'Occident investit et fait tout pour exercer une pression sur le Liban afin de provoquer une sorte de guerre civile. Mais, au fond, comment les gens là-bas ressentent-ils ce qui se passe au Liban? Oui, enfin, quand on regarde les enquêtes menées auprès de la population libanaise, on voit clairement que l'immense majorité de la population chiite, autour de 90%, soutient le Hezbollah et s'oppose au désarmement. De la même façon, dans la population sunnite, plus de 70%, là encore une majorité absolue, est contre le désarmement du Hezbollah et contre la normalisation avec la colonie sioniste. Et du côté de la population chrétienne, c'est plus de 60%, y compris chez les maronites, qui sont pourtant les plus proches de l'impérialisme. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de chrétiens orthodoxes, catholiques, chaldéens et assyriens au Liban. Ce ne sont pas seulement des maronites. Donc même parmi les maronites, plus de 60% sont opposés au désarmement du Hezbollah et ou à la normalisation avec la colonie sioniste. Je pense que la résistance courageuse menée par le Hezbollah, qui a montré l'efficacité de la résistance, la preuve qu'on peut réellement s'opposer aux États-Unis et aux sionistes, même avec une petite population et un petit territoire comme le Liban, tout comme les massacres sans entrave commis par Daesh et le HTS à l'intérieur de la Syrie après l'effondrement du gouvernement Assad, ont renforcé ce sentiment au sein de la population libanaise. Les chrétiens, les druzes, les alaouites et même les sunnites du Liban, en voyant comment les sites religieux, les chefs spirituels et les communautés ont été pris pour cible. Même du côté sunnite, puisque la grande majorité des sunnites syriens et libanais sont soufis, ont été profondément marqués. Les prêcheurs soufis et les écoles religieuses ont été attaqués immédiatement par le HTS après leur prise de pouvoir et beaucoup de ces imams ont été tués. Je pense que ça a inquiété beaucoup de sunnites au Liban et ils ne veulent surtout pas voir se reproduire chez eux ce qui s'est passé en Syrie. Du coup, ça a renforcé le soutien à la résistance. Et puis, les attaques délibérées contre des villages chrétiens ou contre des institutions sunnites au Liban menées par les Israéliens ces derniers mois, que ce soit la destruction de la statue de Jésus-Christ, la profanation d'églises dans le sud du pays, ou encore les attaques contre l'association sunnite qui aide les personnes handicapées et les orphelins ici au Liban, à Saïda. Tout cela a eu un impact énorme. L'association Al-Maqasid, qui est la principale organisation caritative de la communauté sunnite ici au Liban, a immédiatement provoqué une réaction inverse à celle que les sionistes recherchaient. Les sionistes attaquaient ces sites et organisations chrétiens et sunnites pour pousser ces gens à dire « Hey, arrêtez le Hezbollah, il nous attaque ». Mais non, la réaction a été tout le contraire. La réaction a été « Hezbollah, défendez-nous davantage ». Voilà, je pense que c'est ce qui se passe ici au Liban, dans le ressenti de la population. Laith, la situation dans le sud du Liban, je pense qu'elle est vraiment cruciale pour les décideurs libanais, que ce soit au sein du Hezbollah ou du gouvernement. On sait que la ligne du Hezbollah, c'est la résistance, le fait de riposter. Ils ne vont pas reculer là-dessus.
Mais quelle est la position du gouvernement concernant le sud du Liban? Parce qu'ils savent que les Israéliens parlent de créer une zone tampon dans le sud du pays, jusqu'au fleuve Litani. Moi, je dirais même que ça pourrait aller au-delà du Litani. Alors, comment le gouvernement communique-t-il cela au peuple libanais? How do they communicate that with the Lebanese people? Oui, le gouvernement libanais a du mal à expliquer à la population ce qu'il veut vraiment. Il y a des messages contradictoires dans les déclarations du président, du premier ministre et du gouvernement. D'un côté, ils affirment que la souveraineté de l'État signifie que seul le gouvernement peut déclarer la guerre ou porter les armes pour défendre le pays. Mais de l'autre, ils refusent d'envoyer l'armée défendre le sud du Liban. Donc, à mon avis, la façon dont ce gouvernement agit semble complètement décalée. Vous savez, c'est un peu comme on dit en arabe. Il part au pèlerinage alors que tout le monde en revient. Voilà. Peut-être que ce langage, celui d'un gouvernement qu'on pourrait qualifier de collaborationniste ici au Liban, aurait pu fonctionner il y a 15 ans, au moment de ce qu'on appelait alors le printemps arabe. Mais on a tous vu, le monde entier a vu un génocide se dérouler à Gaza. On a tous vu comment les régimes saoudiens et émiratis, entre autres, ont collaboré avec les Israéliens pour attaquer l'Iran et aussi pour détruire la Syrie. Et donc, c'est suicidaire. Ce que fait aujourd'hui le gouvernement libanais, c'est suicidaire parce que leurs parrains, les sionistes et les Américains, sont en réalité à leur point le plus faible de l'histoire. Alors, pour tous ceux qui sont critiques, même envers le Hezbollah, quand ils voient comment le gouvernement libanais se positionne à travers ces déclarations, ils ressentent aussi une forme de déception. Parce qu'il n'y a rien d'innovant dans ce que dit ce gouvernement, et même leur propagande n'est pas très efficace. Elle n'est pas assez manipulatrice pour amener la population libanaise à tout mettre sur le dos du Hezbollah. Donc, je pense que les responsables libanais, le président et le premier ministre, sont en train de se mettre dans une impasse. C'est une voie à sens unique qu'ils ont choisie, et elle mène droit dans une impasse. Ils n'ont aucun moyen de revenir en arrière sur les positions qu'ils ont prises. Et chaque fois qu'ils font une déclaration critique envers le Hezbollah ou qui semble soutenir les impérialistes, ils s'enfoncent un peu plus dans le trou. Je pense qu'il n'y a rien que le gouvernement libanais puisse faire qui serve mieux les objectifs des impérialistes et des sionistes au Liban. Et de toute façon, ils ne peuvent pas répondre aux attentes de l'Occident. L'Occident veut qu'ils désarment le Hezbollah, mais ils n'en ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas les effectifs pour ça. Ils n'ont pas les armes non plus. Et le Hezbollah, lui, les ignore complètement et continue son chemin. Et c'est en partie, je pense, la raison pour laquelle, vous savez, beaucoup de gens demandent pourquoi le Hezbollah ne mène-t-il pas un coup d'État? Ou pourquoi n'y a-t-il pas une révolution au Liban contre ce Premier ministre et ce président qu'on considère comme des collaborateurs? La vérité, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de pouvoir dans le gouvernement libanais. Alors, pourquoi se battre pour ça? Qu'ils parlent, qu'ils gaspillent l'argent des Saoudiens, des Émiratis, des Qataris, des sionistes et des Américains, qui déversent tout cet argent sur ces politiciens et sur les médias impérialistes. Qu'ils le dépensent, parce que ça n'a aucun effet. C'est même mieux qu'ils le dépensent là-dedans, plutôt que dans des armes pour tuer des Libanais ou des Palestiniens. Laith, est-ce qu'il y a encore une menace venant de la Syrie, dans le nord du Liban? Ou bien tu penses que la situation, la guerre, ont changé les mentalités en Syrie et qu'ils n'ont plus envie d'aller aussi loin contre le Liban? Il y a eu plusieurs déclarations du régime d'Al-Julani au cours de la dernière semaine et demie, clairement destinées à flatter les sionistes.
L'une d'elles montrait leurs forces entrant dans un tunnel à la frontière entre le Liban et la Syrie, en affirmant qu'il s'agissait d'un tunnel de contrebande utilisé par le Hezbollah. Ils ont aussi diffusé une vidéo où l'on voit soi-disant des combattants du Hezbollah capturés dans le sud de la Syrie, près du plateau du Golan occupé, avec un camion chargé de missiles à l'arrière. Les forces du HTS portaient des tenues de camouflage sophistiquées. Le camion et les missiles étaient bien mis en scène. C'était clairement préparé pour les caméras. Mais il était évident que le Hezbollah n'avait rien à voir là-dedans, que tout cela relevait du théâtre. Même les missiles et le camion qu'ils montraient n'étaient manifestement pas du matériel que le Hezbollah utilise. Donc, ça ne correspond même pas au style habituel de l'armement du Hezbollah. Le Hezbollah a répété à plusieurs reprises qu'il n'a aucun membre actif en Syrie. Et je les crois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance, ni que le Hezbollah ne soutient pas cette résistance en Syrie. Mais il n'y a pas de membre officiel du Hezbollah à l'intérieur du pays. Le Hezbollah a aussi expliqué que le tunnel qu'on a montré était inactif depuis longtemps et qu'en réalité, c'était un tunnel de la résistance palestinienne datant des années 70 et 80. Donc pendant que le HTS essaie de prouver à ses maîtres, à Tel Aviv et à Washington, qu'il rend les services qu'on attend de lui pour limiter la résistance en Syrie, il n'arrive pas à apporter une réelle valeur militaire aux attaques contre le Liban. Et ils ne seront pas capables, en réalité, d'attaquer le Liban. Je ne pense pas qu'ils oseront faire ça, parce qu'ils ont trop peur de la situation à l'intérieur de la Syrie. En Syrie même, il n'y a qu'environ 60 000 combattants du HTS, et ils ont déjà du mal à garder le contrôle de la circulation dans le pays. Comme le HTS a renvoyé tout le monde dans l'armée, dans la police et ailleurs, il n'y a plus vraiment d'appareil de sécurité capable de contrôler le pays. À tout moment, si le HTS envoie ses soldats attaquer le Liban, certaines régions de Syrie feront sécession, comme Soueida, le nord-est ou même la côte, et il sera impossible pour le HTS de reprendre ces zones. Donc je pense qu'il y a des limites à ce que le HTS peut réellement faire. Et il y a une énorme différence entre cette réalité, ce qu'ils peuvent vraiment accomplir, et ce que la propagande veut nous faire croire qu'ils peuvent faire. Les pays du Golfe vivent quelque chose de nouveau à cause des conséquences de la guerre. On l'a vu avec le cas des Émirats arabes unis, qui se sont retirés de l'OPEP, de l'OPEAP, et qui évoquent même l'idée de quitter le Conseil de coopération du Golfe. Quand on regarde aujourd'hui la situation des pays du Golfe, comment percevez-vous le comportement des Émirats arabes unis? Est-ce vraiment quelque chose de nouveau, ou bien avons-nous déjà connu cela? Par exemple, quand l'Arabie saoudite s'est opposée aux Émirats au Yémen, en Somalie ou en Libye. Il y a déjà eu des désaccords, mais cette fois on a l'impression que c'est différent. Selon vous, qu'est-ce qui change? Écoutez, vous savez, je suis un grand critique de la famille Saoud. Mais il faut reconnaître qu'ils avaient une principauté émirale au cœur de l'Arabie, autour de Riyad, depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc, il y a une certaine continuité dans l'existence du royaume saoudien. En revanche, la famille régnante des Émirats, c'est une création de l'occupation britannique d'Oman. Rappelez-vous, les Émirats arabes unis, ça n'existait pas. Cette terre s'appelait le désert d'Oman, et elle faisait partie d'Oman jusqu'à ce que les Britanniques la détachent au début des années 70, quand ils ont inventé les Émirats arabes unis. L'idée, c'était de prendre autant que possible du pétrole et du gaz qui auraient dû appartenir à Oman et de les mettre entre les mains d'une population très réduite. Quand les Britanniques ont créé les Émirats arabes unis, la population tournait autour de 60 000 habitants. Oman, lui, compte des millions d'habitants, et c'est un centre historique et culturel majeur de la région.
On parle de centaines, voire de milliers d'années de civilisation. Alors, le fait d'avoir pris le gaz et le pétrole d'Oman pour les intégrer à cette entité artificielle, avec une population aussi réduite, a eu une conséquence claire. Oman ne peut plus peser politiquement dans la région comme il le devrait, compte tenu de sa population et de son histoire. Il faut se rappeler qu'Oman a déjà exercé son influence sur le Baloutchistan, au Pakistan ou encore sur le Mozambique, en Afrique. C'est une civilisation, un État, dont l'histoire est bien plus longue que celle des Émirats arabes unis. Je peux comprendre que les Émirats arabes unis aient le sentiment de devoir se démarquer d'Oman et de l'Arabie saoudite, surtout maintenant qu'Oman gagne en importance comme médiateur, comme artisan de paix, et ainsi de suite. Le fait qu'Oman soit ouvert à l'Iran et au Yémen représente une menace pour les Émirats. Et les Émirats savent que si leur modèle économique artificiel, ce modèle de tour de verre, ne retrouve pas son éclat d'autrefois, l'argent qu'ils possèdent n'aura plus aucune influence. C'est pour ça qu'ils doivent, dès maintenant, se remettre à rivaliser avec la montée d'Oman et la possible ascension de la famille Saoud. Encore plus, parce que les familles régnantes aux Émirats ne sont en réalité que des branches importées de la famille Saoud. Vous savez, parfois les gens oublient pourquoi il y a vraiment une querelle entre le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. En fait, c'est parce qu'ils viennent tous de la même famille régnante. Certaines branches ont été importées par les Britanniques depuis l'Arabie saoudite vers le Qatar et les Émirats. Et ces branches, au Qatar et aux Émirats, pensent qu'elles savent mieux que la branche principale de la famille Saoud. C'est ça, leur conflit interne. Du coup, oui, les Émirats se retrouvent aujourd'hui dans une très mauvaise posture, parce que la véritable ampleur de leur pouvoir a été révélée dans la configuration de cette bataille qu'on a vue au cours de l'année écoulée. Tu veux dire qu'en gros, ils viennent tous de la même tribu ou de la même famille et qu'ils viennent tous d'Arabie saoudite. Oui. Alors la famille Thani au Qatar et la famille Zayed aux Émirats, ce sont en fait des branches du même clan, issues de la famille Saoud. Elles ont simplement été importées dans les années 50 et 60 pour créer, disons, de faux émirs là-bas. Parce qu'à l'origine, les Émirats faisaient partie d'Oman, et c'était le sultan d'Oman qui les gouvernait. Et globalement, les Émirats, c'était vide. C'est une plage désertique, avec juste quelques villages de pêcheurs. Et encore aujourd'hui, la population de citoyens des Émirats arabes unis est inférieure à 1 million, quelque chose comme 8 ou 900 000. Et même parmi ces 8 ou 900 000 citoyens, la moitié ont obtenu la nationalité. Vous savez, des personnes venues d'autres pays à qui on a accordé la citoyenneté juste pour augmenter la population, la plupart étant d'ailleurs des Saoudiens. Donc l'existence du Qatar et des Émirats est, disons, fabriquée et accélérée par des importations de populations venues de l'extérieur, y compris, entre guillemets, les familles royales. Mais la différence, Laith, c'est quand même incroyable. Parce que tu sais ce qui s'est passé hier. Une attaque contre Fujairah. Là-bas, ils essayaient d'exporter du pétrole. Et quelque chose s'est produit. Je ne sais pas, une attaque de missiles, une attaque de drones. Et les responsables des Émirats arabes unis disent que c'est leur 4 mai 2026. Comme un 7 octobre, en quelque sorte. Comment est-ce possible d'aller aussi loin, d'être à ce point lié à Israël? Pourquoi, selon toi, ont-ils besoin de ça? Oui, enfin, quand j'ai vu cette déclaration, je me suis dit, « Oh mon Dieu, tu t'enfonces encore plus dans le sillage sioniste, tu vois. C'est juste incroyable. » Et tu sais, regardons les choses en face.
L'existence de cette colonie, qu'il s'agisse de la colonie sioniste ou de ce faux État qu'est les Émirats arabes unis, dépend de la force. La nature et la géographie nous disent qu'il ne devrait pas y avoir d'Émirats arabes unis. La nature et la géographie nous disent qu'il ne devrait pas y avoir de colonies sionistes, que la Palestine, le Liban et la Syrie forment une seule population, un seul peuple. De la même façon, la péninsule arabique, où tu vois, la nature nous dit que l'Iran, en tant qu'État, doit exister à l'intérieur de ses frontières naturelles. Des montagnes ici, des montagnes là, de l'eau ici, de l'eau là. Par nature, on est poussé à construire une civilisation dans ce cadre-là. Donc, la seule façon pour que ces entités politiques artificielles, contraires à l'histoire, puissent exister, c'est par la force, par l'usage continu de la force. Et dans ce contexte, tous les monarques arabes, la seule raison pour laquelle ils existent encore aujourd'hui, c'est parce que l'Occident et les sionistes les ont protégés contre les révolutions anticoloniales qui ont eu lieu dans les années 40, 50 et 60, partout dans le monde. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec la destruction de tous les anciens mouvements anticoloniaux dans la région, le dernier étant l'État syrien, on revient en quelque sorte au point de départ, puisque la seule résistance qui subsiste maintenant, c'est l'axe de la résistance, au nom principalement de l'islam chiite. Alors, les sources originales de la libération contre le colonialisme ici, l'unification syrienne, l'unification arabe et même la résistance sunnite, ont été vaincues, d'accord, sauf pour le Hamas. Et donc ce qu'on voit, c'est que les outils de l'impérialisme, ces familles royales, ont ressenti une telle arrogance que tous leurs ennemis, après 100 ans, ont été tués ou détruits. Toutes les républiques arabes, de la Libye au Yémen en passant par la Syrie, ont été anéanties. Ils se sentent tellement sûrs d'eux, tellement en sécurité dans ces conditions, qu'ils utilisent des expressions comme le 7 octobre, ou qu'ils disent, vous savez, qu'il n'y a pas d'autre choix. Il y a même un commentateur saoudien qui parlait de réformer l'islam. Ils se sentent donc tellement en sécurité qu'ils se dévoilent complètement comme des instruments du sionisme et des valets de l'impérialisme, et qu'en réalité, ils sont eux-mêmes anti-musulmans. C'est donc cette situation qui fait naître tout ça. Et je pense encore une fois, je reviens à cette image. C'est comme quelqu'un qui part faire le Hajj alors que tout le monde en revient. Bon sang, tout le monde sait que les sionistes sont des ordures génocidaires. Les impérialistes, eux, vont t'exploiter, t'utiliser, puis te jeter. Et maintenant, tu sors pour te ranger du côté des sionistes et attaquer l'islam, alors que tout le monde se demande ce qu'est vraiment l'islam et comment s'y convertir, en voyant ces images magnifiques de sacrifices que montrent les Palestiniens, les Libanais, les Iraniens, les Yéménites et les Irakiens. C'est donc une tentative désespérée de la part de ces vassaux pour que les impérialistes et les sionistes viennent encore une fois les sauver. Laith, do you think that the war between Iran and the United States has changed somehow some countries in GCC countries or their policies somehow and their calculation? How do you find their calculation right now? You mentioned Oman. Oman is a totally different, in my opinion, country in that region. There's so much independent compared to other countries in that region. But how do you see as time goes by with the case of war? We know what's going on with the war. There is no ceasefire and there is some sort of pause. They can attack each other any moment, as it was. We've seen what has happened yesterday. And they're firing at each other. But how did the war change the mindset in Saudi Arabia, in Qatar, these two important countries? I'm not talking about Kuwait and Bahrain. I think they're important, but not as important as Saudi Arabia and Qatar.
Eh bien, le Qatar, on a vu un changement à 180 degrés. Et ça, c'était à cause de la leçon bien sentie que l'Iran a donnée au régime qatari, avec ses attaques contre les bases américaines là-bas, et la menace de frapper Al Jazeera quand la chaîne relayait des points de vue impérialistes. Du coup, on a tout de suite vu que le Qatar avait compris un seul missile iranien en plein centre de Doha suffirait à le faire disparaître comme État. Donc voyez, on observe même comment la propagande du Qatar a changé. Même si bon, on continue à regarder ces émissions d'Al Jazeera avec cet incroyable professeur iranien, vous savez, en train de débattre face à 8 sionistes et laquais de l'impérialisme. On lui laisse encore cette marge, ce qui montre clairement à quel point le comportement du Qatar a changé. Ce n'est pas encore tout à fait comme on le souhaiterait, mais le Qatar n'est plus dans le jeu quand il s'agit de permettre que son territoire, son espace aérien ou ses eaux soient utilisés pour attaquer l'Iran. C'est donc une bonne chose, un premier pas positif. Le régime saoudien, lui, aura sans doute un chemin plus long à parcourir pour corriger sa position. Il y a eu aujourd'hui un appel entre le ministre des Affaires étrangères du régime saoudien et le ministre iranien des Affaires étrangères qui est en route pour la Chine. Et cet appel a eu lieu à la demande des Saoudiens. Il est en Chine en ce moment. Oui, il est en Chine en ce moment. Et je pense qu'ils l'ont appelé exprès. Un peu comme pour dire, avant de parler aux Chinois, tu peux me parler d'abord. Donc pour moi, c'est encore un exemple qui montre comment les comportements sont en train de changer. Est-ce que je fais confiance aux Saoudiens? Non, je ne leur fais pas confiance, parce qu'ils sont la pierre angulaire des politiques impérialistes envers tous les musulmans. Le fait que la famille Saoud contrôle la Mecque et Médine signifie que l'Empire contrôle les lieux saints de l'islam, tandis que Jérusalem est aussi sous le contrôle des sionistes. Alors, je pense que le partenariat entre les sionistes, la famille Saoud et les impérialistes sera le plus difficile à briser. Mais à mesure que les plus petits acteurs de la péninsule arabique commencent à voir leurs économies s'effondrer, ou qu'ils perdent leur capacité à envoyer de l'argent pour soutenir les objectifs impérialistes et sionistes, et qu'en parallèle des luttes internes éclatent dans ces pays, l'importance du Yémen va grandir. Cela va obliger la famille Saoud à commencer à penser à sa propre survie. Donc je pense que si cette guerre continue, et elle va continuer, on pourrait commencer à voir des changements dans le comportement de la famille Saoud, au moins dans leur attitude publique. Et ce ne sera possible que grâce à la détermination de l'axe de la résistance et aux performances remarquables des armes produites par l'Iran et par cet axe de la résistance. Vous savez, la situation au Qatar, avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, l'attaque contre Ras Laffan, eh bien, 17% de la capacité de gaz naturel liquéfié du pays a été touchée. Et ça a frappé l'économie qatari d'une manière qu'on n'avait encore jamais vue dans l'histoire du pays. Je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, au Qatar, ils le ressentent vraiment, parce qu'ils sont directement concernés. D'ailleurs, la géographie du Qatar est différente de celle des autres pays. Vous vous souvenez de l'époque où on avait essayé d'imposer une sorte de blocus au Qatar? Qui a aidé le Qatar à ce moment-là? C'est l'Iran qui l'a fait, qui a facilité les choses, parce qu'il voulait mettre beaucoup de pression sur eux. Mais après tout, je pense que ce n'est pas seulement une question d'Arabie saoudite et du Qatar. Regardez Bahreïn. Bahreïn était très important avant le début de cette guerre, à cause des troupes américaines et de la base qui s'y trouve. Et le Koweït aussi. Ils ont perdu toute leur capacité à exporter du pétrole depuis le début du conflit. Et je pense qu'au final,
Il faut mettre en place une sorte d'architecture de sécurité pour la région qui profite à l'axe de la résistance, qui profite au peuple palestinien et qui puisse exercer une certaine pression sur les Israéliens. Vous pensez que ça pourrait arriver bientôt? And do you think that would happen anytime soon? Not anytime soon. And look, Pas dans un avenir proche. Et regardez ce que font l'Iran et l'axe de la résistance. C'est un véritable bouleversement. Quelle que soit l'issue de cette guerre, ce ne sera pas une simple adaptation de ce qui existait avant. Il faudra rompre avec la réalité d'avant. C'est un peu comme le projet de création de la colonie sioniste et de ces monarchies de la péninsule arabique, qui a nécessité l'effondrement de l'Empire ottoman et le tracé de frontières qui n'existaient pas dans le tissu d'origine. Donc, la chute ou l'effondrement de la colonie sioniste, ou encore le retrait des États-Unis d'Asie occidentale, ne mènera pas à de simples pansements ou à des changements cosmétiques. Cela entraînera l'effondrement de l'ordre mis en place après la Première Guerre mondiale. Autrement dit, des pays comme le Koweït, Bahreïn ou le Qatar, qui ont une population autochtone de moins de 300 000 personnes. indigenous population of less than a few hundred thousand people. I think Qatar is like around 600,000. And Je crois que le Qatar compte environ 600 000 citoyens et Bahreïn autour de 400 000. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ce soit intégré dans une entité plus grande, un État arabe unifié, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Et si on regarde plus loin, il doit aussi y avoir une unité entre les trois grandes civilisations culturelles de la région, les Indo-Iraniens, les Turcs et les populations sémitiques ou arabes. Ce sont les trois civilisations fondamentales du monde musulman. Il faut donc une architecture de sécurité qui, avant tout, garantisse l'égalité entre ces civilisations. Equality between themselves. So there's no competition between the Indian Iranian. Donc, il n'y a pas de compétition entre les mondes indo-iraniens, arabes et turciques. Ce qu'il y a, c'est une possibilité pour nous de construire une architecture de sécurité qui nous protège des forces extérieures. Et je pense que c'est vers cela que les choses vont évoluer. Ça ne veut pas dire que ça va se faire en un jour ou deux. Mais si, par exemple, la Turquie et l'Iran parviennent à mieux s'entendre, alors qu'à côté d'eux, il y a une dizaine d'États arabes qui se font concurrence entre eux, qui sont faibles et incapables de parler d'une seule voix, au même niveau que l'Iran en tant que civilisation ou que la Turquie, eh bien cela ne garantira pas la sécurité de l'Iran et de la Turquie. L'émergence d'un ensemble arabe unifié en Asie occidentale, c'est à mon avis aussi la garantie de la sûreté et de la sécurité pour les peuples iraniens et turciques. And security for the Iranian peoples and the Turkic peoples. Yeah. Let's see what would happen. I think the Voyons ce qui va se passer. can happen Je pense que la guerre peut anytime. éclater à tout moment. Beaucoup de gens disent que ce week-end, on pourrait assister à une nouvelle reprise des combats. Alors, voyons ce qui va se passer. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous sur freepalestine.video, juste sous le nom de Laith. Vous pouvez le trouver sur freepalestine.video et soutenir Laith. Il fait un travail remarquable au Liban, en couvrant ce qui se passe dans le sud du pays. Merci beaucoup, Laith. Thank you so much, Laith. Merci. Passez une bonne journée, Nima. Au revoir.